Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Excusez-nous, c'est le direct. Merci de votre fidélité pour votre émission Café Mort les lundis à 21h. Alors ce soir, je reçois quelqu'un que tout le monde connaît, parce que ça aurait fait le buzz, mais on va le recevoir pour son parcours, son œuvre. C'est quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est militant, sans être dogmatique, quelqu'un qui est cosmopolite. Aklidé, bonsoir. Bonsoir Akli, ben voilà, bonsoir mon prénom. Akli reçoit Akli, voilà, c'est ton prénom. C'est ton prénom. Akli, merci d'avoir accepté de venir nous parler un peu de toi. Ah bah c'est ce qui est normal, là, voilà, je trouve que c'est important de faire une émission après, voilà, c'est pour quelqu'un qui veut avoir du public. Alors je sais que c'est pas que ça, parce que on sait bien que, et c'est ce qu'on aime chez toi, c'est aussi cet humour que tu as, cette façon de ne pas rester enfermé dans les choses. Non, mais bien sûr, c'est que voilà, moi je trouve que je fais que de la musique. La musique c'est juste le bonheur, la musique c'est juste quelque chose, c'est des moments qu'on partage, pas tout le temps, heureusement qu'il y a autre chose. Mais voilà, c'est rien que de la musique, donc c'est... Voilà. Alors, c'est pas rien que de la musique, parce que c'est un patrimoine culturel que tu véhicules depuis longtemps. Bien sûr, mais ce patrimoine-là, c'est bien sûr, mais il ne m'appartient pas, il appartient à tous les Kabyles. Donc, moi, j'ai pris juste voilà, j'ai rien pris du tout. J'ai trouvé. Alors, comment Aklidé, tu étais originaire d'où? Tu as grandi où? J'ai grandi en Kabylie, à Dra al-Mizan. Je suis arrivé en France, donc voilà, dans les années 80, après le printemps berbère, dans les années 80, voilà, j'étais un sans-papier. J'ai mené ma aventure en tant qu'humain dans les rues de Paris ou d'Amsterdam sans papier, mais juste faire la musique sur les places publiques, tout ça. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des belles choses et des choses dures, mais ces choses-là m'ont aidé un peu à comprendre d'où je viens et pourquoi je veux vivre. C'est très important de savoir pourquoi on veut vivre. C'est parce que tout le monde peut vivre, mais pourquoi je veux vivre? Pourquoi je voulais vivre? Pourquoi, malgré la situation était difficile, parce que des fois c'est vrai que je n'ai pas souhaité la mort, mais c'était dur quand même. Dormir moins de 15 dehors, manger du pain dans les poubelles, faire la queue dans les restaurants universitaires pour manger du supplément, et plus un froid raciste. Ah oui, les gens, c'est le plus dur, le regard des autres? Bah oui, parce qu'il faut dire que les années 80, c'était juste une génération de... Bon, je vais pas non plus, on va pas parler de ces choses-là maintenant peut-être, mais c'était les années dures, parce que il y avait beaucoup de racisme, il y a eu beaucoup de morts. Si tu te rappelles, Malik Ouskin et tous les autres. Hein. Donc moi j'ai milité une fois que j'ai eu mon premier récépissé, j'ai milité. Mais avant, c'est vrai que c'était trop dur. J'ai eu 2 fois un flingue ici dans la tempe, par des gens racistes, une fois à Saint-Michel, rue de la Huchette, et une fois c'était dans un hôtel, parce qu'on dormait à plusieurs dans la chambre, et le mec, il aurait dû juste nous faire sortir. Mais comme il était raciste, donc il a rajouté la cerise sur le gâteau. Alors tu vois, c'est là où on découvre effectivement le côté authentique. Ce qu'on aime chez toi, Aklidé, c'est que tu es authentique, tu es sincère, il n'y a pas de filtre. Quand tu parles avec ton humanisme et ta sincérité. Ah bah moi, déjà ça me fait du bien d'en parler, et puis c'est bien, je trouve que c'est bien, quand je parle, c'est des moments durs, et que je partage maintenant avec poésie, et que je partage maintenant avec de l'humour, prendre un peu de distance. Et puis de ces périodes-là dures, j'ai fait d'elle un printemps, j'ai fait d'elle un été, j'ai fait d'elle de la chanson, une aventure, des rencontres. C'est grâce à cela que j'avais... Ouais, c'est vrai, quand je rencontre des gens dans des pays, d'autres pays à part la France ou l'Algérie, quand je leur raconte mon histoire, ils m'ont ouvert les portes réellement. Parce que c'est vrai que il y a souvent, c'est vrai, je vais dire,
pas 3 ans après que j'ai commencé à raconter mon histoire. Hein. Parce que c'était trop profond et trop douloureux. Mais avec le temps, avec le recul, c'est normal. Ça se cicatrise, ça se guérit pas, ça se cicatrise. Parce que de temps en temps, de temps en temps, ces choses-là reviennent par-ci par-là. Hein, des fois, ça me reblesse de nouveau. Je saigne un peu de nouveau. Mais c'est bien, je suis content. Mais moi, j'ai réussi à prendre du recul. Mais j'ai des amis qui sont morts et un qui est mort dans la Seine. Ah oui, il est tombé dans la Seine, il avait tellement sommeil et il s'est appuyé sur le vide. Il est mort dans la Seine. Les pompiers sont arrivés et ils ne l'ont pas retrouvé. J'ai des amis morts de malades mentaux, de copains à moi, des vrais copains à qui je partageais la rue. Ouais. Avec la dureté de la vie, c'est malades mentaux, c'est des vrais malades mentaux. C'est des gens, des malades mentaux. Et on était jeunes, on n'était pas préparés. On est arrivé tout frais. On avait avec plein d'espoir. On avait d'espoir, c'est sûr. L'espoir, il faut le sûr. Mais surtout, on avait ce côté rebelle qui était en nous, parce qu'on vient d'une région qui s'appelle la Kabylie, mais c'est une rébellion poétique, c'est une rébellion. Donc, on n'était pas préparé à cette aventure un peu guerrière, dure, ouais. Bien sûr, dormir dehors. Des fois, une fois, j'ai dormi dehors avec un copain, tout ça. À un moment donné, j'entends la sirène des flics. Je dis, hey, vas-y, Hakim, réveille-toi. Et il se réveillait pas, je crois qu'il était mort. À un moment donné, il s'est réveillé. Je dis, lâche-moi les cheveux. Il me dit, regarde mes mains, je te touche pas les cheveux. Mais putain, c'était le verglas qui a pris mes cheveux. Mais ma tête, je veux dire, pendant une semaine, j'avais ma tête qui sonnait de partout. Et voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça. Puis après, je t'en parle pas des réflexions un peu racistes, un peu dures. Mais bon, je crois que très tôt, je me suis préparé à ça dès mon enfance, puisque j'avais une maman qui était tout le temps malade. Elle avait perdu 4 frères avant moi. Donc j'ai eu affaire à des grands à l'âge de 10 ans, parce que je l'accompagnais dans les hôpitaux. Et dans un pays comme l'Algérie où la corruption, tu connais le système là-bas. Donc je me suis préparé très tôt à me battre pour soigner ma mère. En fait, j'ai réussi mon pari, parce que j'ai dit à ma mère, tu viens à ma mère, j'avais 10 ans ou 12 ans. Un jour, je grandirai. Si ce n'est pas en Algérie que je vais te soigner, ça sera ailleurs. Et je suis arrivé ici, c'était sans papier. Je suis porté pendant 2 ans et quelques, évidemment, la galère et tout. Et puis j'ai réussi à la ramener, je l'ai fait soigner. Ici, au bout de 10 ans, ils ont trouvé sa maladie. C'était tout simplement la thyroïde, mais ils n'arrivent pas à la trouver, tu vois. Donc bon, bref, ça c'est la côté de la médecine. Et donc je me suis préparé un peu à ça avant de venir indirectement. Mais c'est vrai qu'il y a des choses choquantes, quoi. Quand on voit des gens racistes. À vrai dire, le froid, tu vois, j'avais un interlocuteur. Voilà, c'était la nature. Je peux parler à la nature, je peux parler au bon Dieu, peu importe. Mais là, parce que j'avais quelqu'un qui parlait. Mais quand on a quelqu'un raciste, à qui on va parler? Oui, parce qu'il n'entend pas, c'est ça que tu dis. Je vais parler aux flics, j'ai pas de papier. Ouais. Je vais parler à qui? Je vais parler. Et le racisme, c'est la chose la plus rejeter quelqu'un, c'est très très dur. Parce que le froid, c'est vrai, des fois je pleurais. C'est vrai, on dormait, je te jure, on dormait moins 15. Tu veux que je te dise, on dormait dans le 3e arrondissement, 4e arrondissement, il y avait un squat. Et dans le squat, ils n'avaient pas, c'est un nouveau bâtiment, enfin un bâtiment qu'ils rénovaient. Et dans le squat, tu sais comment on se réchauffait? En fait, c'était l'idée, elle m'est venue comme ça. Il y avait un qui avait du rhumatisme. Le premier jour, je suis arrivé, il avait du rhumatisme. Il criait, je dis, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai vu des sacs de ciment, on a déchiré on a fait un peu de planche et j'ai pris un parpaing. Et c'est pour le masser. Et ça le soulageait. Et c'est comme ça, nous aussi, on se chauffait. On n'avait pas le chauffage. On se chauffait avec des trucs de parpaing qu'on fait. Et on dormait avec comme ça. C'est une bouillotte à du parpaing, quoi. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce parcours-là, Akli,
qui a fait que tu es devenu le chanteur des causes? Parce qu'on va y venir sur ta chanson, mais tu t'es toujours battu pour des causes, tu es toujours disponible, les gens t'appellent et tu es toujours présent. C'est vrai que je l'étais, parce que j'étais en Algérie en tant qu'enfant. Je n'ai jamais accepté un enseignement qu'on m'impose, une histoire qu'on m'imposait. J'ai toujours refusé ça. Parce que je connaissais ma propre histoire. Voilà, il suffit juste que j'écoute ma mère parler le kabyle, ou juste voir les femmes, comment elles s'habillaient en Kabylie. C'est pas du communautarisme du tout, mais juste pour dire ma cause à moi. Pour être, voilà, j'étais rebelle à l'école, à l'âge de 13-14 ans, j'étais rebelle. J'ai pas accepté ça, parce que j'ai eu de la chance, j'ai fréquenté des grands en étant petit. Pourquoi? Parce que je faisais de la musique. Parce qu'ils m'appelaient pour leur jouer de la musique. C'était des gens qui avaient un certain niveau intellectuel, tout ça. Et donc moi je leur faisais la musique, je faisais des reprises avec Maguil Lativier. Donc ils aimaient ça. Donc j'ai eu la chance de côtoyer les grands, les vieux même, les sages, avec ça. Sinon mon engagement, réellement le premier, c'était parti avec Jean-Claude Amara, c'est droit devant. Un jour il m'a appelé, il m'a dit à qui je te passe quelqu'un au téléphone. Il m'a passé Monsieur l'abbé Pierre. Droit au logement, oui, tout ça, avec Jean-Claude. C'est ça. Et ils voulaient rentrer dans le DAL. Droit devant. Ouais. Et le DAL aussi. Le DAL, je suis toujours avec eux. Hein. Je suis toujours avec eux. Non, c'est les deux, droit devant et le DAL, c'est pour ça que Jean-Claude, il est ouais, c'est ça, ouais. Et il m'a appelé et il m'a passé l'abbé Pierre. Il m'a dit, mon petit, on a besoin de toi. Ben, j'étais étonné, comme l'abbé Pierre a besoin de moi. Moi qui n'ai ni papier, ni repère, ni rien. Ils m'ont dit, parce qu'on va rentrer dans un immeuble, il ne faut pas qu'ils voient l'abbé Pierre rentrer dedans. Il y a déjà des gens qui squattent, mais ils veulent faire rentrer l'abbé Pierre pour qu'il ne seront plus expulsables une fois qu'il est là-dedans. Comment ils ont trouvé l'idée? Ils l'ont mis dans un caisson, dans une camionnette. Tout à l'heure, on parlait, dans une camionnette. Et moi, je jouais sur le caisson, dedans, il y a Monsieur l'abbé Pierre dans le caisson. Et je suis rentré avec la guitare, je jouais avec des jeunes qui en étaient jeunes, j'avais 18 ans et demi, comme ça. Pendant que je faisais la musique, on rentrait dans l'immeuble, ils croyaient qu'on était parmi les squatteurs. En fait, il y avait des familles aussi africaines, il y a un peu de tout, des familles avec des Français et tout. Et une fois qu'on est rentré, Monsieur l'abbé Pierre, il sortait du caisson. Et ce jour-là, j'ai compris la grandeur d'un monsieur et la valeur d'un combat. C'est ce jour-là que c'est parti. Alors, tu attaches beaucoup de choses à la valeur des gens et à la valeur des combats. Tu as dit tout à l'heure, l'important, c'est pas de vouloir vivre, c'est de savoir pourquoi l'on vit. Ah, bien sûr, parce que vouloir vivre, franchement, moi franchement, des fois, je me pose la question tout seul, je dis, c'est vrai, qui pourra me définir c'est quoi la vie? Si c'est respirer, l'oxygène, tout ça, c'est rien, c'est que de la matière. Mais par contre, là, quand on essaie d'approcher des vraies valeurs existentielles de la vie, c'est-à-dire la spiritualité, l'amour, la paix, toutes ces choses-là qui font qui retiennent l'homme sur terre. Moi, c'est ces choses-là, sinon c'est pas les voitures, les supermarchés. Moi, il y aurait longtemps, j'aurais abandonné la vie. Hein. Je ne vais pas dire que je vais me suicider, mais non, je sais que j'aurais claqué la porte à la vie. Mais malgré toutes tes épreuves, Akli, on trouve chez toi une joie de vivre. Elle est communicante, c'est-à-dire que quand on est avec toi, on se sent bien, on se sent, moi qui te vois dans d'autres lieux, c'est vrai que quand on est assis avec toi à table, d'ailleurs, tu as l'humilité, mais on se sent bien, et même à travers tes chansons, quand tu dis face à l'immigré tranquille, tu changes sur l'immigration, c'est pour toi important sur cette immigration? À l'immigration, bien sûr, on a tous souffert. Moi, j'ai souffert, mais enfin, je crois que la majorité, enfin, l'Afrique a souffert de l'immigration. Bon, ce que dire, nous, bien sûr, nos parents, ils étaient là. Mon père était là, mes frères étaient là. Donc tout le monde a souffert. Eux, ils ont souffert plus. Parce qu'ils ont l'immigration, l'exil, on va dire. Hein, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas non plus, il faut dire ça, c'est presque de l'exil. Hein, parce que les gars, ils venaient une fois tous les 2 ans, il n'y avait pas assez d'argent. Hein. Les 2 ans, ils envoyaient peu d'argent. Mon père, il me racontait, ils dormaient 10 dans la chambre. Hein. 10 dans la chambre. Et des fois, ils ont dormi dans des caves. Parce qu'à l'époque, on ne donnait pas des apparts à des Algériens ou à des Maghrébins ou à des Africains. C'était très dur à avoir un logement. Il y avait de quoi se loger. Mais le racisme était tellement fort que... donc l'exil, bien sûr, c'est l'exil, moi, évidemment. Donc quand je vois mes sœurs, quand je vois mes frères, ils étaient là.
Et j'ai souffert d'un côté parce que j'ai beaucoup aimé mes frères. C'était des bons vivants, ils sont morts tous les deux. C'était des musiciens. C'est Alors, grâce ça- à eux que j'ai fait la musique. Il y a un qui m'a offert la guitare et surtout que j'ai vu un peu de temps en temps, c'est un amoureux de la guitare, tout ça. Et quand j'ai vu ça, quand ils venaient, ils repartaient. Je dis, putain, moi, j'ai des frères que j'ai jamais connus. Je suis né c'était déjà en immigration et je les connais pas. J'ai deux frères que je connais pas. Tout le monde a un grand frère et moi j'ai pas de grand frère qui va me défendre dans le quartier. Donc il y a aussi ce côté-là qui est humain qui se rajoute, tout ça. Mais évidemment l'exil franchement, bah, bien sûr, j'ai été aux États-Unis, mais c'était pour une autre aventure. J'ai été ailleurs pour une autre aventure. Mais quand je suis venu en France, non, c'était pas une partie de plaisir, non. Je suis venu parce que fallait que je sauve ma peau parce qu'ils ont embarqué mon père et mon frère, les gendarmes, parce que j'étais meneur dans ma région. De la maison, j'étais meneur. Voilà, j'étais tout jeune, hein, j'étais presque au lycée, voilà. Et j'étais, ben voilà, après je me suis barré. Il y a un douanier qui a passé son cousin, voilà, on va dire ça maintenant, et puis voilà, on est passé. À l'époque, il n'y avait pas de visa de toute façon, mais il nous a passé parce que on avait peur, et c'était dangereux aussi, parce que je sais qu'à l'époque, il y avait des portés disparus, tout ça, mais bon, voilà, mais je sais qu'on a souffert pendant une semaine parce qu'on était poursuivis par des gendarmes, on était dans des forêts, les gens ne voulaient pas nous ouvrir les portes, ils avaient peur, la situation était très très dramatique, il y avait des blessés. Il y avait des copains du lycée qui étaient blessés, d'autres, enfin, à l'université aussi, quand ils sont rentrés, c'est les militaires, ils sont rentrés à Ouaddaïssi, ils ont quand même massacré. J'avais des voisins, moi j'étais pas encore allé, enfin j'ai pas été à l'université de toute façon. Et ils sont rentrés, donc il y avait des femmes violées, enfin des jeunes étudiants violés, tout. Donc tout ça, c'est vrai, quand je suis venu ici, moi je veux dire, je ne suis pas venu, tiens, je vais aller en France. Je ne me suis pas préparé dans ma tête. Le seul voyage que je voulais faire, c'était pour juste sauver ma mère de cette maladie. Parce qu'elle m'a appelé Akli parce que elle a perdu 4 frères. J'ai perdu 4 frères, elle a perdu 4 enfants avant moi. C'est un prénom. C'est pour ça, elle était tout le temps malade. En fait, elle faisait de l'autodestruction. Et puis voilà, c'est le seul truc que je voulais pour partir à l'étranger. Mais sinon, quand je suis arrivé, mais c'était très dur. Moi, franchement, la France, c'est vrai que tel que je la voyais, tel que les livres que mes frères, ou mes beaux-frères, mes cousins apportaient, voilà, moi je lisais la bande dessinée, pour moi la France c'était les petits jouets qui avaient cette voiture à qui j'ouvrais les portes, c'était la poésie de La Fontaine, c'était Victor Hugo, c'était voilà, tout ça, tout pour moi. C'était ces histoires, pour moi, c'était ça la France. Mais quand je suis arrivé là, c'était autre chose, frère. Alors, Akli vient de vous révéler quelque chose qui est pourquoi on nous appelle Akli, pourquoi on l'a appelé. Moi, c'est parce que j'avais une sœur aînée qui est décédée pendant la guerre de fièvre dans la montagne. Et quand je suis né, à Marabot, il a dit qu'il fallait l'appeler Akli pour vivre. C'est comme Akli dire, c'est des prénoms en principe qu'on donne par superstition. Mais voilà. Mais Akli, mais t'as quand même, quand tu dis on a eu peur et tout ça, tu es quand même un artiste engagé et courageux. Quand tu as fait la chanson Ya Barman, d'ailleurs tu vas nous en parler parce que tu parlais d'Axieur, c'est pas qu'Ya Barman, tu l'as fait dans une période où parler de bar, d'alcool, c'était peut-être pas bien vu. Non, en fait, ouais, mais non, de bar, non, je parlais du barman, j'ai pas parlé d'alcool. Désolé, j'ai pas parlé d'alcool. Si, j'ai dit Ernoué Delcasse. Ouais, rajoute-moi un verre. C'est pour ça que je dis c'est une pas alcool, métaphore. C'est une métaphore, ouais, voilà, c'est bien de préciser. C'est le côté un peu blues de la chanson, c'est le côté blues, comme dans le blues, I want drink, je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est plus dans cet esprit-là que dans un autre esprit. En fait, cette chanson-là, j'ai fait rentrer de l'expression blues américaine dedans, qui a le secret de la chanson Barman. C'est vraiment l'expression blues américaine, c'est ce blues-là, c'est vrai, c'est le déchirement. Mais sinon, c'est vrai que tu as le premier couplet qui parle du bar qui veille sur la communauté. Quand on parle de bar, parce que dans le bar, il y avait Fejmath.
des associations tous les week-ends. Il y avait aussi quand quelqu'un vient, on n'avait pas d'adresse. Les immigrés, l'adresse c'est l'hôtel ou le bar. Donc le bar pour nous, je ne vais pas dire c'est une institution, mais Si pour moi, sur le café, c'est une institution. Je prends un café voilà, tout le temps. ça peut être une institution. Voilà. Mais c'est sûr, ça dépend qui prend le café, tu as raison. Quand, Entre amis, c'est là qu'on se retrouve. C'est pour génial. parler de projets. De toute façon, au village, c'est là où on se tu retrouve. vois, tous. au point où on est, on a peur carrément. Des fois, on dirait qu'on a peur de parler d'un café. Et pourtant, le café, On il a l'assume. toujours, il a existé. Il a une vocation Et- sociale. mais plus que ça. Même dans les révolutionnaires, Tu sais- dans les salles de café. Tu sais de comment c'est venu le mot se restaurer, c'est venu de c'est sous Louis XIV que c'est venu. Parce que au fait, les gens, ils prenaient de la soupe. Il y a quelqu'un qui a ramené de la soupe. Et les autres, ils ont eu l'idée de ramener la soupe. Et ils se réunissaient. Ils se disaient se restaurer, ce qu'ils se réunissaient. Et quand Louis XIV, ils voyaient qu'ils se réunissaient. Et c'est le seul moment où ils se réunissaient et ils parlaient un peu politique. Après, sous Louis XIV, il a interdit les restaurants. Il a dit si c'est comme ça, plus de restaurants. C'est pour te dire, juste aujourd'hui, quand on parle, puis il n'y a pas de tabou. Moi, j'aimerais bien qu'en Algérie, pourquoi en Algérie, il n'y a que des mecs, pourquoi? Si c'est vulgaire, alors il faut que les mecs ne partent pas dans les bars aussi. Parce qu'ils sont les mecs, parce que les hommes, c'est des parents d'enfants aussi. Ils ont des enfants. Donc, moi, je trouve que moi, cette hypocrisie-là, je la supporte pas. Mais bon, je reviens à la chanson. Donc, ça, c'est pour rendre. Le premier couplet, rendre hommage à ces lieux qu'on appelle les bars, où j'ai écrit à mes frères, où j'ai écrit à mes cousins. Les lettres, elles arrivaient dans le bar. Ils n'avaient pas d'adresse. Je mets le bar. Le deuxième, c'est le taxi. La force des Parisiens à Paris, la grande, C'est la Kabylie. la première réussite des Kabyles en France, c'est les taxis. Et les bars. Et les Les bars. bars. Et Les deux, bars. si tu as fait les deux, tu Et as subi les deux. les bars, ouais, c'est vrai. Après les Bretons, les Aveyronais, les Auvergnats, c'est nous, les C'est communautés qui sommes. C'est vrai. Les taxis, là, à Paris, je crois qu'il y a 3000 taxis, c'est des Kabyles. Oui. C'est énorme. énorme. Et n'oublie pas, quand je dis, c'est pas parce qu'ils sont taxis, ils ont quand même contribué au développement de la Kabylie. Économique, oui. Bon, c'est un certain développement. C'est l'immigration qui l'a fait. Bien sûr, la Kabylie, l'Algérie. C'est pour ça que la Kabylie, on dit qu'elle est indépendante, ceci, cela. Elle a toujours été. On ne parle pas d'indépendance, je ne parle pas de ça. Ouais, elle a toujours été rebelle, quoi. Elle était, voilà, par rapport au gouvernement algérien, Même oui. du temps de la France, elle était rebelle. Oui, elle était rebelle. Elle a toujours été rebelle, la Kabylie, jusqu'à Depuis Massinissa. Massinissa. Voilà, Depuis Massinissa, je vois pas que j'étais rebelle, c'est une région rebelle. c'est une région très rebelle. D'ailleurs, c'est la région où il y a plus, où il y a eu plus de révolutions. Il y a eu plus d'histoire, on va dire. Hein. Il y a Fedman Soumer, il y a Ahmed Oumeré. Quand on parle de la Kabylie, on parle des hommes qui ont fait l'histoire. Hein. Il y en a plein. On parle d'Amiroche, on parle des 5 colonels qui sont venus de Dramizan, on parle de. Et puis c'est Abba Ramdan, Kirim Belkhasim, tout ça. Et on peut parler. Et on peut parler d'Ahmed, on peut parler de Tahar Djaoud, Boussah. Et ben on va parler de tout ça. Amiroche, tout ça, c'est tout ça. Ouais. Donc c'est ça. Le deuxième couplet, c'est parle de taxi. Et le troisième couplet, ça parle carrément de nous, de nous ici. C'est vrai. Je n'en veux pas aux gens qui ont la nationalité française. Moi, j'ai des enfants, ils sont français, bien sûr qu'ils sont français. Mais c'est vrai que j'entends un pays pleurer ses enfants, c'est ce qui est la réalité. L'Algérie pleure ses enfants. L'Algérie, elle est déchirée aujourd'hui. L'Algérie, si on parle aussi de la Kabylie, c'est encore plus dramatique parce que la Kabylie, elle s'est vidée, elle se vide encore. Donc c'est le troisième couplet. C'est là l'histoire de la chanson Barvan. Voilà, c'est une très belle chanson, c'est une des plus belles chansons. Mais là, maintenant, il y a un nouveau Aclidé, revient encore précurseur. Moi, j'ai été effaré de regarder sur les réseaux sociaux. C'est une folie. C'est un déluge à l'américaine. C'est la première fois que dans la chanson Amazir, on reprend le système américain où les gens vont dans des endroits insolites, font des vidéos avec la chanson. Et ton nouveau de Parle-nous-en, c'est quoi Yes Papa? Yes Papa, c'est une expression, c'est un appel à la jeunesse. Et j'essaie de faire un pont entre la tradition, nos traditions,
et qui nous retiennent des fois un peu du mauvais côté. Et l'espoir, c'est ce bel espoir de cette jeunesse qui a envie de s'en sortir, qui a envie de rêver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai hésité comme plein, c'est normal. On ne sait pas, on a peur, c'est quoi, qu'est-ce qui nous attend devant. Et dans cette chanson, Yes Papa, c'est je veux, c'est aucune prétention, je veux créer un pont en fait, un pont entre la jeunesse, parce que là-bas, quand tu pars là-bas, c'est vraiment, tu vas dans les villages. Jusqu'à maintenant, on dirait Adado Varane, qui est du village d'à côté. Ouais. J'adore aujourd'hui ce que c'est parti naïf, c'est vrai. Là, on est presque à 600 000 vies en une semaine. C'est énorme. Ça n'existe pas. Même des chanteurs qui ont toutes les boîtes de disques, tout ça, ils n'ont pas en une semaine 600 000 vies, c'est impossible. Et c'est là que je vois. C'est pas parce qu'il y a 600 000 vies, c'est pour ça que je suis très fier, parce que je vois que cette jeunesse-là, elle est prête, elle est sur la pointe des pieds. Cette jeunesse, elle est sur la pointe des pieds pour vivre leur vie, pas pour aller. Cette chanson-là, dans cette chanson, je dénonce pas, mais j'encourage cette jeunesse à prendre leur destin en main. C'est-à-dire, entre tout ce qu'on a appris dans le passé, les complexes, مش يشبه رومي même يشبه ثروسيت non يشبه كان قبايلي il est beau comme il est beau. On dit toujours que quelqu'un est beau mais comme quelqu'un de l'extérieur, pas comme quelqu'un de chez nous. Notre vie elle est référencée ailleurs. Avec l'ailleurs, voilà. Avec l'ailleurs. Et toi tu voudrais la référencer avec les origines. Ben, avec ils sont beaux. Oui, quand moi je vais souvent en Kabylie, je chante dans les universités. Si je parle, c'est vrai que j'ai cité deux villes, Tizi Ouzou et Béjaïa, c'est lesquelles malheureusement. Enfin, j'aimerais bien connaître d'autres villes aussi universitaires en Kabylie, mais c'est elles qui m'appellent chaque année pour aller chanter à Béjaïa ou à Tizi Ouzou. J'espère après connaître, il y a d'autres villes. Voilà, le message est lancé. Oran, Hussein, partout, même en Kabylie, il y a Bouira, il y a Borné, il y a... Oui, non, mais dans le sud algérien, parce que... j'aimerais bien sûr. Moi, je suis pour moi, je lutte pour mon africanité. Je lutte pour mon africanité, pourquoi? Parce que je pense que j'ai pas envie de vivre dans une réserve. Je pense que moi, j'encourage le monde, c'est carrément pas uniquement la Kabylie, le monde à abolir ses frontières, à abolir tout ce qui peut nous séparer. J'aimerais bien, je ne peux pas aujourd'hui faire une frontière avec un Marocain, un Français, parce que j'étais venu, c'est vrai, j'ai rencontré des gens racistes, mais je n'ai pas parlé des gens fabuleux que j'ai rencontrés, des Français merveilleux. J'ai rencontré des Marocains magnifiques. Celui premier qui m'a hébergé, c'était un Marocain à la rue de Seine. Comment veux-tu que je fasse une frontière aujourd'hui avec le Maroc? C'est lui qui m'a donné la chance de voir plus loin, c'est l'abbé Pierre. C'est lui qui m'a pris en main, qui m'a sauvé un peu des idées reçues. C'est Mouhou Yahya qui m'a dit trace ton chemin. Tu sais que quand je lui ai ramené ma première cassette, j'étais jeune, il a coûté 2-3 bouts de morceaux, il les a jetés dans la poubelle, après il m'a offert un livre. Il m'a dit tiens, il m'a jeté la cassette dans la poubelle. Il m'a dit compte, il m'a dit si c'est pour ça que tu as laissé tomber ton père et ta mère, c'est pas la peine. Tiens, il m'a donné le livre, je me rappelle, je l'ai pris, je dis merci, je vais aller le lire. Il m'a dit où? Je vais à la maison. Je dis non, tu vas aller le lire dans le métro. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce que Prévert, il a vécu dans le métro, il a vécu sur les monts de Paris, pour que tu comprennes les pas des gens qui passent. Et là, tu comprendras le livre. Il m'a appris, au fait, avant de lire un vers, un poème, un livre, de connaître la biographie de l'auteur. Et ça, plus tard, évidemment, je l'ai apprise quand j'ai fait l'école de cinéma. Alors, on va pouvoir, donc maintenant, il y a un nouveau CD, je vous dis, qui est arrivé, Yes Papa, donc je vous invite tous à vous le procurer. Très belle chanson, je vous dis.
Et avant de nous quitter, parce que ça va vite, t'as vu avec Akli, parce que avec bah, Akli, on se lasse pas, on pourrait rester des heures. On va déborder un peu parce que c'est Akli. Et c'est vrai, quand on l'écoute, il y a toujours ce plaisir de t'entendre. Merci. Mais juste avant de conclure, dis-moi, parce que Akli est précurseur en tout, même dans l'habillement, je vois un beau collier, une belle amulette qui vient de me dire. Et puis cette casquette, c'est quoi cette casquette, Akli? En fait, franchement, j'adore les casquettes Gavroche parce que j'aime les casquettes Gavroche, ça c'est vrai, j'ai toujours aimé. J'ai toujours été séduit par ces casquettes. Je ne sais pas pourquoi je les aime. Et c'est là, j'ai trouvé un jour au marché aux puces. Je dis au gars, combien tu la vends? Il m'a dit 5 euros. Je dis, je peux te l'acheter. Je l'ai acheté sans plus. Je la mettais de temps en temps. J'aime bien les casquettes de temps en temps. Surtout quand je pars en Algérie parce que le soleil est tellement fort. Et des fois, je suis exposé pendant longtemps. Quand on fait un concert, il y a les balances, tout. Donc, voilà. Et je passe au festival des Racontars comme ça, je traverse le festival, et il y a un mec qui m'a dit hey, Akli, tu veux pas que je te mette quelque chose? Alors moi, comme je ne me pose jamais de questions, je lui ai dit tiens frère, fais ce que tu en veux. Il m'a fait ça, elle s'est devenue presque une œuvre. C'est une œuvre, c'est pas près, c'est une œuvre. C'est une œuvre, ouais. Ouais. Il n'y a pas que les tableaux, hein, ça peut être une casquette. T'es précurseur dans la chanson. On voit aujourd'hui, tu lances une nouvelle mode avec Yes Papa, qui réconcilie la jeunesse de toute l'Algérie et au-delà du monde. Ouais. Et puis la casquette, le collier, enfin, c'est un style Akli. Parce que d'ailleurs, j'ai toujours été dès mon enfance. En fait, j'ai quitté le... On m'a chassé 2 fois du lycée à cause de ça, parce que je ne veux pas rentrer dans les rangs. Ça m'a toujours fait peur, les rangs, ça m'a toujours fait peur parce que j'ai vu tellement les pauvres dans mon village, en Kabylie ou ailleurs, à raser les murs, parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. Alors je dis, moi je vais faire partir de ces gens-là, qui rasent les murs. Jusqu'au jour où je ne les raserai pas, peut-être je pourrais faire quelque chose pour eux. Parce que ces gens-là qui rasent les murs, ces gens-là qui ont peur, ces gens-là qui s'habillent en cachette, ces gens-là qui mangent en cachette, qui vivent en cachette. Et j'ai toujours pris parti de ça, ouais. J'ai dit, je vais voir. Et je me suis habillé toujours comme ces gens-là, parce qu'ils étaient pauvres. Et moi, j'étais pas non plus riche. Moi, j'ai eu l'électricité chez moi à l'âge de 16 ans. Et donc, ce côté-là, de ne pas... Parce qu'il y avait trop de gens qui avaient des beaux costumes, mais... Rien dedans. En tous les cas, Akli, vraiment merci, parce que là, j'ai donné. En tous les cas, moi, j'espère, comme moi, vous avez pris plaisir à découvrir Akli, qui est un personnage hors du commun, qui est un de ceux qui perpétue la tradition de la musique amazigh, mais qui lui donne cette sonorité entre tradition et modernité, qui arrive à faire les passerelles. Et franchement, c'est un artiste éclectique et je vous invite à le suivre, à remplir les salles quand il passe, parce que vous verrez, toujours accessible, comme il est là, souriant. Et en tous les cas, j'espère que le CD Yes Papa sera disque d'or parce qu'il le mérite. L'album va sortir bientôt, voilà, on est content. Donc voilà, dans un mois il y aura l'album, puis il y aura des concerts. Et bien merci à toi de m'avoir merci invité. Akli. Et ben nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit. Pour les autres, passez une bonne soirée entre amis ou en famille. Merci Akli. Merci.